Bonjour et bienvenue pour cette chat autour du film Slocum et moi de Jean-François Laguioni avec Jean-François Bigot, donc coproducteur du film, que vous avez vu hier présenter le film euh, dans le cinéma de Verdure. Alors peut-être Jean-François, donc, en tout cas, hier j'ai oublié de te remercier parce qu'il faut dire qu'il a traversé toute la France. Il est arrivé de Rennes avec son épouse en traversant toute la France hier. Il vient pour venir à Jindou, donc merci infiniment. Donc peut-être de nous dire un petit peu comment tu es arrivé comme producteur de cinéma d'animation. En fait, ma première émotion, je ne vais pas dire cinématographique parce que c'était pas le cas, mais autour du cinéma d'animation, elle est liée à un truc qui est complètement dans mon adolescence. Je suis allé au Casino de Paris voir un concert de quelqu'un qui était très à la mode à l'époque, qui l'est encore un peu, je crois. Il s'appelle Renaud. Et la première partie du concert de Renaud, à la surprise générale, on n'était pas informé, c'était un film d'animation de 26 minutes. Ce film d'animation, c'était L'homme qui plantait les arbres de Frédéric Bach. Et là, j'ai vu ce truc, et ça m'a retourné. Ça m'a retourné. J'ai trouvé ça magnifique, je trouve ça beau. Alors, je ne sais pas si dans la salle vous avez vu ce film-là, mais la voix off de Noiret, enfin le dessin qui est absolument sublime. C'est un crayonné, pastel, etc. C'est juste magnifique. Puis l'animation sublime. Et ça a été ma première émotion cinématographique, on va dire, autour de l'animation. Et à partir de ce moment-là, avant, j'avais vu comme tout le monde Disney Grimaud, on va dire. Dans ma génération, il y avait le Disney de Noël. Je vois dans la salle qui ont des gens qui ont à peu près mon âge. Il y avait le Disney de Noël et puis il y a eu les ressorties de films de Grimaud dans les années 70-80. Et donc voilà, c'était à peu près ce que je connaissais de l'animation et autrement, je voyais beaucoup plus de films en prise de vue réelle. D'ailleurs, au départ, je viens de la prise de vue réelle aussi. Et donc, je vois ce film-là et ça me donne envie d'en savoir plus et de commencer à m'intéresser à l'animation. C'est à partir de ce moment-là. Je suis ado à ce moment-là. Mais j'ai aussi cette envie de cinéma, une envie de cinéma, et je fais des films. Ce qui se fait beaucoup aussi à l'époque, c'est quand on a 15-16 ans et qu'on veut faire des films, on fait des films en Super 8 et pour apprendre à faire ces films en Super 8, on fait partie de clubs de cinéastes amateurs, des choses comme ça. Et moi, je fais partie comme ça d'un club à Rennes de cinéastes amateurs où je vais rencontrer plein de gens qui sont aujourd'hui des professionnels. Voilà. Et puis moi, là où je t'ai connu, tu étais prof. Tu avais aidé l'AFCA, l'Association française de cinéma d'animation, à venir s'impliquer avec son festival comment dire, en Bretagne. Et donc, avec ton association L'Arrosoir et Émile, vous nous aviez accueillis. Donc, je t'ai connu comme prof et là, je te retrouve producteur. Comment t'es passé là de prof, notamment de cinéma et de français, comment t'es passé à la production? Il y a eu plusieurs étapes. La première étape aussi, c'est que donc on a, suite à ce cinéma d'animation qui me trotte dans la tête et qui me passionne, on crée avec des copains une association, L'Arrosoir et Émile, qui pour montrer les films. À l'époque, il n'y a pas encore tellement de choses sur les réseaux, sur Internet. On n'a pas un accès facile à ces films-là. Ça doit y montrer. Et puis, à ce moment-là, Jean-François Laguioni fait le tableau. C'est d'ailleurs presque ma première rencontre avec Jean-François avant Jean-Pierre. Et Jean-François, qui était à Saint-Laurent-le-Minier, déménage et vient s'installer en Bretagne. Et en Bretagne, il essaye de voir les gens qui sont dans l'anime, il essaye de créer une famille de l'anime, comme il avait créé à Saint-Laurent et ailleurs. Et il vient à l'Arrosoir, et il devient membre de l'Arrosoir, comme n'importe qui. Et il nous parle du tableau, il nous montre son animatique sauvage, etc. À l'époque, on nous demande notre avis, etc. Comme il a pu faire ici à Jindou pour Slocum il y a quelques années, pour ceux qui étaient là. Et puis on a un échange, et puis voilà. Et puis à ce moment-là, Jean-François me dit, dans cette période-là, il me dit, tu sais, toi, tu devrais faire de la production. Je dis, ah non, Jean-François, non, je viens d'avoir un enfant, et je vais pas faire ce truc-là, je suis prof, tout va bien. Producteur, c'est beaucoup plus aléatoire. Voilà, je suis très, très sage, en fait. Et puis voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, puis moi, je continue ma vie. Voilà.
Et puis un jour, Camille Rollo et Jean-Pierre de JPL, on se croise au festival qui arrive de Auch, le Festival national du film d'animation, qui entre-temps est arrivé à Bru. Et on se croise à Bru et il me demande si ça m'intéresse de venir travailler avec eux parce que Jean-Pierre souhaite partir en retraite et aimerait bien que... Et Camille voulait quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'animation pour travailler avec elle, puisqu'elle ne se voyait pas travailler toute seule comme producteur. Travailler tout seul en producteur, c'est pas simple, c'est bien de travailler en binôme. Donc voilà. Et j'ai dit non d'abord, et puis c'est ma femme qui est ici dans la salle qui m'a dit au fait, donc on discutait comme ça, c'était préparer le repas de Noël, c'est très amusant. Et puis elle me dit, donc je lui dis, tiens, on m'a proposé de venir travailler avec GPL, à JPL, etc. J'ai dit non. Donc Caro dit rien, ne répond pas. Et puis 2 minutes, 3 minutes plus tard, elle me dit, au fait, c'est quoi ta passion? Voilà. Et à partir de là, je commençais à aller voir si on pouvait s'entendre, parce que Jean-Pierre a son caractère, moi aussi. Donc, et puis on s'est entendus. Ah super, pour notre bonheur. Donc tu te retrouves producteur de... Ouais, j'apprends mon métier avec Jean-Pierre. Oui, tu apprends ton métier avec Jean-Pierre, et puis quand même, bon, il y a Louise en hiver, et surtout tu te retrouves donc avec Slocum. Quand je dis sur les bras, c'est-à-dire toi tu arrives là et il y a Slocum qui est déjà un peu en route. Non, pas Slocum, Louise en hiver. Louise en hiver, Louise en hiver est en route. Jean-Pierre a commencé à travailler avec Jean-François, on est sur les développements. Jean-Pierre, Camille aussi travaille sur le film. Et puis moi j'arrive à ce moment-là et je travaille aussi sur le film. Alors c'est pareil, hein, on ne l'a pas fait en 2 ans le film. J'ai dû arriver en 2012-2013 à JPL. Et le film est sorti en 2016. Donc, voyez, on a quand même travaillé un petit peu sur le film, mais je n'avais pas la responsabilité de la production, c'était Jean-Pierre. Voilà. Et donc, on travaille, on rencontre Jean-François, et on va présenter Louise en hiver à Annecy en 2016, en avant-première mondiale. Et puis, dans le train, juste avant de partir, Jean-François nous donne un texte, une nouvelle qu'il a écrite, qui s'appelle encore Slocum, pas vraiment de nom. Je crois que ça s'appelle Un bateau dans le jardin à l'époque. Et on lit la nouvelle dans le train. C'est long, hein, c'est long pour venir à Jindou, mais c'est long aussi pour venir pour aller à Annecy de la Bretagne. Et on lit la nouvelle tous les 3, et on se regarde à la fin, on dit waouh, il y a de l'émotion, c'est génial, on a envie de le faire tout de suite. Et puis, qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans la nouvelle, tout de suite? En fait, c'est toute la façon d'écrire de Jean-François, la relation entre le père et le fils, qui déjà, à l'écriture de la nouvelle, se ressentait. Je trouvais le ton hyper juste. La manière dont ce père et ce fils s'aiment sans se le dire, etc. Et puis c'est aussi, je crois, aujourd'hui on dit beaucoup plus facilement je t'aime à son fils ou à sa fille, à ses enfants. On se fait des bisous, etc. À cette époque-là, c'était moins quand même. On se fait des câlins. Je pense qu'à l'époque, c'était un peu moins ça. En tous les cas, moi, mon père, c'était pas non plus quelqu'un qui était très démonstratif, on va dire. C'est ce côté, et je trouvais que c'était hyper fort de ce point de vue-là. Voilà. Donc du coup, vous lancez dans le... Parce que ça a duré 8 ans. Hein, entre... Ouais, donc en 2016, et là on commence à chercher de l'argent. Voilà. Jean-Pierre, lui, part en retraite Ouais. en 2017, de mémoire. Et puis on continue, nous, l'aventure avec Camille et l'accompagnement de Jean-François. Dans un premier temps, c'est assez facile. On est assez suivi, notamment, et je les en remercie par comment dire, par la région Bretagne, par les institutions installées en Bretagne, les télés locales, etc. Et on se dit, tant mieux, ça va le faire. On n'est pas le seul à être touché par ce projet. Et puis en fait, sur les en hiver, on avait eu tous les guichets, c'est-à-dire qu'on avait eu toutes les aides du CNC dans toutes les commissions, le film était aidé, etc. Et puis là, dès qu'on a commencé à aller au CNC, on a eu des refus. Alors, la principale caractéristique des producteurs, ça fait partie de l'ADN du métier, c'est jamais se décourager et toujours y aller. Et donc on est passé 3 fois, par exemple à l'avance sur recette, on ne l'a pas eu. 3 fois.
Donc, avec parfois des retours qui étaient assez violents. Oh, tu m'as même dit que tu les avais même pas fait lire à Jean-François. Non, il y a des retours, c'est même pas, c'est des retours oraux qu'on a, et on n'est pas rentré dans les détails de ces retours-là auprès des auteurs, que ce soit Jean-François, Annick ou d'autres, parce que ça fait trop mal. Et puis moi, je les trouve injustes. Et je suis content de voir que depuis que le film a été sélectionné à Cannes, à Annecy, etc., les retours publics sont très très loin de ces discours des gens des commissions. Et à quoi t'attribues ça, toi, du coup? Je sais pas, il y a des modes. Jean-François, là, c'est un style propre. Il y a une voix off qui est très développée, qui plaisait pas. Je préfère des films avec plus de dialogue, etc. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé, puisque moi j'aime, donc je ne sais pas pourquoi. J'avais du mal à comprendre. Donc on a essayé de faire des choses, mais en même temps, moi j'ai une confiance absolue dans le travail de Jean-François et d'Annick. Je sais qu'il sait où il va. On en parle souvent. Là, une des forces de Jean-François, c'est de faire des films qui ont un rythme particulier, mais c'est pas pour autant mou, parce qu'il amène par des petites choses, par des petits éléments, il fait travailler le cerveau du spectateur. Et quand tu regardes un film de Laguioni, tu es en constante, comment dire, tu es en permanence en train de cogiter, aux aguets. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, donc moi, j'avais pas de doute sur le film. Après, on a eu des financeurs qui avaient plus de doutes. Donc ça a été compliqué. Donc on a fait le cartoon en 2018, on a eu de bons retours. Le cartoon, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Explique peut-être. Ouais. Le cartoon movie, c'est un lieu pas loin d'ici, ça a lieu à Bordeaux, où tous les producteurs de films d'animation en Europe viennent présenter un trailer, une histoire, etc. Et dans la salle, qui fait à peu près 3 ou 4 fois cette salle, elle est remplie de professionnels d'Europe, c'est-à-dire de gens qui achètent les films, de distributeurs, de vendeurs internationaux, de télévision, de tous les pays d'Europe. Donc, quand tu passes au cartoon, et ils ont obligation de remplir un petit papier et de dire, voilà, avec des petites étoiles, ce qu'ils pensent du film. Si tu n'as qu'une étoile à chaque fois, tu remets ton projet dans ta poche et puis tu t'en vas. Là, le film avait eu de bons retours. Et on était loin de se douter que ça a été très compliqué. Et on a fini par trouver une solution grâce à nos amis du Luxembourg et à Stéphane Rollins, qui est lui aussi un fan du travail de Jean-François Laguioni. Il avait coproduit un autre film que nous, on n'a pas fait, son précédent, Le Voyage du Prince. Donc il connaissait aussi bien Jean-François, il avait aussi envie de participer au film, et il nous a vraiment motivés pour travailler avec lui, et voilà. Et aujourd'hui, si le film il est sur les écrans, c'est grâce au Luxembourg aussi, et au studio 352. Alors, si on revient en prémisse un petit peu, est-ce qu'on pourrait peut-être écouter Jean-François, ouais, qui nous parle un petit peu de son projet et de son avis de Slocum? Oui, alors là, l'extrait que vous allez voir, c'est l'extrait d'un court-métrage documentaire qu'on a fait sur le travail de Jean-François, indépendamment de Slocum, mais pour les télés locales bretonnes et France 3 Bretagne. Et c'est un réalisateur de documentaire qui s'appelle Pierre-François Lebrun, qui interroge le rapport à la mer de Jean-François Laguioni, le rapport à la mer, MER, à l'océan, de Jean-François Laguioni. Et parce que si vous regardez l'ensemble de son œuvre, il y a un certain nombre de films qui sont liés à la mer, de son premier, La Demoiselle et le violoncelliste, dont tu as parlé l'autre jour à la présentation, La traversée de l'Atlantique à la rame, L'île de Blackmore, Louise en hiver, etc. Donc, le propos du film est celui-là. Et donc, j'ai souhaité vous montrer ce petit extrait de ce film, parce qu'on voit Jean-François dans son univers de travail,
et parler de sa façon de travailler. Je pense que c'est le meilleur moyen de parler de son travail. Je précise juste que Jean-François aurait été là avec plaisir, puisqu'il adore le festival. C'est juste que la même semaine, en Italie, il y a un festival à Bari, et on lui remet aujourd'hui un award pour l'ensemble de son œuvre. Donc il a déserté Jindou pour Bari, mais il reviendra s'il a l'occasion, je pense, au moins en spectateur, c'est sûr. Non mais, une maigreur. C'est ce que je dis toujours aux gens qui vont animer le film. Faites attention parce qu'il ne faut surtout pas grossir les personnages. Ils sortaient de la guerre, ils n'avaient rien bouffé pendant des années, ils étaient maigres. Voilà. Mon père était représentant de commerce en vin et spiritueux. Il partait le matin dans sa petite 4 chevaux, puis il revenait le soir. Voilà. Et tous ses loisirs, c'était la construction de ce bateau. Moi, il me demandait un petit coup de main, mais j'étais maladroit. J'avais l'impression de l'énerver, etc. Donc ça ne marchait pas très bien entre nous. Mais j'avais accès à la bibliothèque familiale. Donc les récits des navigateurs, je les connaissais, je les avais lus. Et quand j'ai vu qu'on le surnommait Slocum, je me suis attaché naturellement à l'histoire de ce grand personnage. C'est un personnage très attachant. Il a pris son temps, il a mis 3 ans pour faire le tour du monde. Quand on le lit, c'est assez troublant parce qu'il parle très simplement de ce qui lui arrive. Il n'en fait pas tout un drame, il est très modeste, mais on se rend compte qu'il affronte des conditions extraordinaires. Le passage du Cap Horn où il lui a fallu pratiquement 3 semaines avec la perte de sa grand voile, etc. Moi, ça me parlait, je m'identifiais complètement au personnage. Dans ce film-là, j'ai imaginé faire une sorte de parallèle absurde entre la construction d'un bateau, qui va rester dans le jardin, et puis le véritable voyage de Joshua Slocum. Depuis 30 ans, je travaille toujours de la même façon. J'essaye de laisser mon crayon courir d'un dessin à l'autre, comme si c'était ma caméra. Elle se rapproche, elle s'éloigne, etc. Voilà. Ce sont des petits croquis qui ne sont pas précis du tout. Au contraire, ils ont le mouvement du dessin jeté. Je suis pris par une sorte d'élan parce que je suis immergé complètement dans le film, déjà. Donc c'est la succession de mes dessins qui m'importe, l'émotion qui peut s'en dégager, et pour moi c'est déjà l'essentiel. Voilà. Cet extrait-là permet déjà de voir Jean-François travailler dans son contexte, dans son petit atelier, dans sa petite maison le long du Légué, et qui est une rivière, qui est un bras de mer on va dire en Bretagne Nord, là-bas, pas très loin de Paimpol, pour ceux qui connaissent. Et du coup, et puis ça permet aussi de comprendre sa façon de travailler. Je crois on va reparler tout de suite, et peut-être on parlera avec Annick, en tous les cas en différé, de l'écriture et de la fabrication du film. Ce que je veux montrer là, c'est que dans la façon de travailler de Jean-François Laguioni, il y a vraiment une démarche de cinéaste. Jean-François Laguioni cherche toujours il se considère davantage comme un cinéaste que comme un animateur, ou comme quelqu'un de l'animation. Et notamment, comme il explique, il dessine ses dessins, il se raconte l'histoire en dessinant quelques dessins, et ensuite il prend un appareil photo et il recadre
les dessins qu'il a faits, des plongées, des plans plus latéraux, etc. Il retravaille et ensuite il les met bout à bout sur sa timeline de montage pour commencer son animatique. Donc il a vraiment une démarche de recherche de cadre comme un cinéaste de live action. Alors, tu parles de cette recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste à côté de où il dessine, il y a la maquette de ce bateau. Il a besoin de la maquette de ce bateau pour avancer dans ses croquis et dans sa réflexion, dans son scénario. Mais il a besoin de la musique aussi. Alors, explique-nous, et puis passe peut-être cet extrait où il parle de la musique et où il en a besoin, mais bien longtemps en avance, parce que il va nous dire. Ouais, alors, petite précision quand même, je vous ai dit qu'il y avait, chez Jean-François un rapport à ce travail, il le fait toujours en musique. Sur Louise en hiver, il avait du Debussy en permanence qui portait son écriture. La musique originale de Louise devait d'ailleurs être un enregistrement de Debussy, mais par l'orchestre de Chicago, etc. Finalement, on n'a jamais pu l'acheter tellement c'était cher. Donc il avait mieux qu'on fasse une musique originale. Qu'il a confié à Pascal Le Pennec, mais qui s'inspirait quand même du travail en tous les cas de Debussy dans cet imaginaire-là, en tout cas musical. Et pour en revenir à Slocum, il y a une particularité dans ce film qui est ce qu'on appelle dans le jargon, on va dire, de notre métier, dans le pipe de production, quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que Jean-François a d'abord écrit la nouvelle, ensuite, il n'a pas complètement commencé à dessiner. Il a demandé à Pascal Le Pennec de lui créer des musiques et il lui donnait des couleurs. Je veux une musique plutôt violet, une musique plutôt rouge, ou en tous les cas, il lui donnait des indications. Mais il ne lui a même pas donné l'histoire à lire. Il lui donnait des indications comme ça. Et il avait même parfois pas d'image, il avait rien. Il devait travailler ex nihilo, ce qui est absolument rare. D'ailleurs, on a eu sur le film une aide de la SACEM au moment du développement, ce qui est extrêmement rare parce que la démarche était totalement innovante. Et une fois qu'on a eu cette musique, il a de pair travaillé avec Annick Leray, qui est la scénariste du film, et tous les trois travaillaient ensemble dans des allers-retours permanents entre la musique, le scénario et l'animatique sauvage. Ça s'est construit comme ça, sur plusieurs mois. Voilà. Donc c'est une démarche en termes d'organisation. Tu ne fais pas ça d'habitude, parce que tu vas dans le mur. La musique, on l'a enregistré, la musique, pour vous dire, on a enregistré la musique, alors on a eu une occasion un peu particulière, en 2020, en pleine crise Covid, quand il n'y avait plus personne dans les rues, etc. On a eu l'opportunité d'enregistrer la musique avec 70 musiciens. Vous avez vu le film, il y a 45 minutes de musique orchestrale. Je vous ai dit aussi qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, donc ça paraît un peu contradictoire. Ça ne l'est pas complètement parce qu'on a eu l'opportunité, du fait du Covid et aussi du partenariat qu'on a aussi avec l'Orchestre national de Bretagne, d'avoir la possibilité sur 5 jours, dans un endroit incroyable, qui est le couvent des Jacobins, d'enregistrer cette musique sous la direction de Johan Le Pennec et de Pascal Le Pennec. Johan Le Pennec, c'est le chef d'orchestre qui est le fils de Pascal. Alors, je peux vous montrer effectivement, je voulais vous montrer quand même un petit extrait de Annick, qui en termes d'intention parle de son travail. Donc, ce qui m'a plu dans cette aventure, c'est surtout le rapport avec la construction du bateau et l'aventure du vrai personnage Slocum et la relation qu'il y a entre ce gamin et son père qui construit un bateau dans le jardin. Ça raconte pour moi
comment, à travers les événements de notre enfance, qui nous paraissent tout à fait anodins quand on est enfant, on vit ça comme une aventure du quotidien assez banale. Et ce qui m'a plu, moi, c'est la façon dont on peut raconter de quoi on est fait, parce qu'on est fait de, non pas forcément de l'aventure en elle-même, de la construction du bateau en l'occurrence, mais de tous les fils qui ont été tissés à travers cette aventure, avec les parents, avec la vie, avec la perception des choses que l'on a. Et cette aventure-là permet de révéler de quoi nous sommes faits. Donc, le travail, je vous ai dit, c'est à la base, c'est un texte qui est totalement autobiographique. Évidemment, il y a une construction scénaristique qui arrive, etc. Il y a peut-être des éléments dans le film qui ne sont pas tout à fait la vérité. On a eu des discussions tous les deux là-dessus depuis que je suis arrivé. Et il y a une phrase que j'adore de Jean-François qui est quand on lui pose la question, y compris nous, hein, je dis, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève du souvenir, qu'est-ce qui relève de la création, de l'imagination, etc. Et Jean-François ne répond jamais à ces questions-là. Il rigole plutôt. Et un jour, il m'a dit, tout est vrai, avec la petite imposture nécessaire au récit. Voilà, ça ouvre tous les champs. Alors, j'ai eu le malheur de raconter ça chez moi, cette petite anecdote personnelle, à mes 3 garçons adolescents. Et maintenant, à chaque fois que je leur demande, quand ils me racontent une histoire accadabrante, si c'est vrai, ils me répondent oui, avec la petite imposture nécessaire au récit. Donc voilà, donc je ne vous conseille pas de la redire. Voilà, donc ça c'est pour la partie, donc ce trio-là d'artistes, Jean-François, Annick, les 3 d'ailleurs habitent à quelques kilomètres les uns des autres, là, entre le Côte d'Armor et le Finistère. Et Annick, ça fait quelques films, hein, depuis le tableau. Hein, oui, Annick a écrit le tableau aussi. Par contre, Louise en hiver a été complètement écrit par Jean-François. Annick n'était pas intervenue sur cette partie-là. Et alors la musique, hop. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer un petit extrait. Il y a un petit. J'ai 7 minutes, mais je vais vous en montrer juste 1 minute d'un petit making-of, si ça vous intéresse. Hop, de l'enregistrement. Il voulait que je lui livre de la musique qui provenait de mon imaginaire, quoi. Mon propre imaginaire lié à la mer. Je me suis fabriqué mon propre film. Ça, c'est rare, d'écrire la musique d'un film qui n'existe pas et qu'on est en train soi-même, par nécessité, de tourner intérieurement. C'est une belle aventure, ça. J'ai travaillé sur une maquette que j'appelle une animatique et le film est monté, mais en dessin fixe, inanimé. Et il s'est retrouvé, quand je lui montrais mon animatique avec sa musique, à quelques surprises. J'ai eu des chocs. Certaines musiques que j'avais imaginées pour telle ou telle situation, lui, il les a appliquées à d'autres. Et puis le choc passé, et ayant moi-même oublié pour quel genre de situation j'avais composé tel ou tel thème, eh bien je me suis rendu compte à quel point c'était juste. Voilà un petit extrait. Petite anecdote sur le. Là, on a affaire à des musiciens professionnels, etc. On a cette chance en France d'avoir des musiciens extrêmement doués. Malheureusement, ils participent très peu au film et aux enregistrements musicaux puisque les coûts sont très élevés. Là, on a réussi dans le cadre d'un partenariat. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein, il y avait le Covid, etc. Avec l'Orchestre national de Bretagne, de pouvoir faire cet enregistrement-là avec autant de musiciens. Alors que d'habitude, on a tendance à aller plutôt dans les pays de l'Est pour faire ces enregistrements-là. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'on a la qualité, on a, on a tout ce qu'il faut ici en France pour faire ces genres d'enregistrements pour les plus grands films, il n'y a pas de souci. Autre petite anecdote,
je ne sais pas si vous avez vu le film, mais vous savez la scène de la fanfare, quand le bateau coule, d'un autre Dans la Marne. collègue qui coule dans la Marne. Là, il y a la fanfare et puis il y a Pascal Le Pennec et Johan, le chef d'orchestre, voulaient qu'il y ait quelques fausses notes. Et ben, je peux vous dire que ça a été un des grands moments dans l'enregistrement. C'est d'expliquer à des musiciens professionnels qui devaient faire des fausses notes. Ça a été assez épique. Mais voilà. Mais moi, j'en garde un souvenir de cet enregistrement-là. Un film, c'est long. Il y a des bons moments, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments où on est heureux, il y a des moments où on l'est moins. Et je peux vous dire que l'enregistrement, ça a été un moment très chouette de cette production. Voilà. Alors, on en vient, dans le cadre de la production, là, du cheminement, à un terme que c'est lui qui l'a inventé, ce terme, hein, Jean-François. L'animatique sauvage. Alors, peut-être expliquer ce que c'est que l'animatique en cinéma d'animation et qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'il entend, Jeff, par animation sauvage? Ouais, alors j'ai rapidement, mais comme vous êtes attentif, je pense que c'est peut-être pas besoin de remettre mais je la remets quand même. Ça, c'est un storyboard classique, hein, comme dans tous les films, avec les dessins. Il n'y aurait pas Donc le premier storyboard. Donc le storyboard, vous savez, c'est découpage plan par plan du film. On cherche les axes, etc. Donc ça, c'est le storyboard. Et ce storyboard-là, en animation, on le image par image, on les met sur une timeline et on essaye de déterminer une timeline de montage. Et on étire l'image pour avoir une durée de quelques secondes, etc. Et on monte le film en mettant bout à bout ces images de storyboard. Donc tout ce travail, ce que Jean-François a appelé dans la petite vidéo de début, où il expliquait sa façon de travailler, il n'emploie pas le mot animatique sauvage, mais qui est resté quand même, et qui va rester, je pense, dans l'histoire du cinéma comme son label. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'ils font et ils font le son, ils mettent le son dessus, c'est-à-dire mettre les dialogues, etc. Mais à ce moment-là, on n'a pas des comédiens sous la main. Donc, souvent, en animation, on a des animateurs, des réalisateurs qui font eux-mêmes les voix. C'est les voix de Jean-François pour Socum, c'est les voix de Jean-François pour la voix off, c'est les voix de Jean-François pour les personnages masculins, du père, du frère, et c'est la voix d'Annick pour les autres personnages. Voilà, et de mon fils pour un des autres personnages. Donc voilà, c'est pour l'un des petits, des 2-3 répliques de Jean-François tout petit. Voilà. Mais on n'a que ça. Et il n'y a pas non plus de sound design, il n'y a pas de son. Et Jean-François, notamment, par exemple, quand il fait le vent, la mer, etc., il fait... Voilà, il enregistre comme ça à la bouche. Hein, donc c'est ça l'animatique sauvage. Mais ça a une qualité incroyable, c'est que ça permet... et Jean-François le dit, et nous on le dit aussi en tant que producteur, ça permet de savoir quel film on fait. Quel film il a en tête et quel film, nous, on a aussi envie de faire. Vous savez, il y a les problèmes quand ils arrivent entre un producteur et un réalisateur, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension mutuelle du film qu'on veut faire. Et un producteur ne doit pas inciter un réalisateur à aller vers un film qu'il n'a pas dans sa tête. Et un réalisateur doit aussi être le plus clair sur ses intentions possibles. Et avec son animatique sauvage, Jean-François, il est déjà là. Et son animatique sauvage, il y avait déjà beaucoup d'émotions dans cette animatique sauvage. Dis-nous, est-ce qu'il a envisagé de faire la voix off? C'est une question qui s'est posée. Il y avait une vraie réflexion sur l'intention du film. D'ailleurs, si vous avez le film, il y a 2 questions qui se posent qui sont importantes. C'est finalement, qui est le personnage principal? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le fils? Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était François. Jean-François, lui, dit, mais non, évidemment, c'est le père. Donc voilà. Je vous laisse juge de cette réflexion-là. Et en ce qui concerne la voix, du coup, c'était un peu lié. La voix, elle est racontée par un garçon qui revient à 18 ans ou 19 ans, qui revient chez lui. C'est-à-dire que c'est la voix de François à 18 ans. Ce n'est pas la voix de François à 85 ans. Donc,
Jean-François, à un moment, a été tenté de mettre sa voix. Mais on s'est avec Stéphane Rollins et Camille Rollo, les coproducteurs, on n'était pas convaincus. D'une part, parce que ça donnait au film un aspect nostalgique, un peu nostalgique, un peu trop nostalgique, ce que, de notre point de vue, le film ne l'est pas. Peut-être vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais et avec cette voix off de Jean-François, qui a une très belle voix, ça donnait une dimension nostalgique. Et on avait envie de faire un film d'aujourd'hui, et pas un film nostalgique. On avait si la nostalgie y a, c'est une nostalgie joyeuse et positive. C'est pas un truc... c'est la fin, quoi. C'est fini, c'est fini. Pour parodier une des répliques du film. Et voilà. Donc oui, ça a été envisagé, mais ça a été aussi vite... Et la voix off, d'ailleurs, la voix off de Elia Sauter, on l'a enregistrée 2 fois. La première fois, Jean-François voulait qu'il n'y ait pas d'intention, un peu comme dans les films de Bresson, pas d'intention de comédien sur la. Et là encore, on trouvait que c'était, à certains moments, ça marchait pas bien. On a réenregistré à la fin du film. Jean-François, de toute façon, voulait le réenregistrer une fois qu'il avait toutes les images. Une fois qu'il a eu toutes les images, il s'est dit, on va en réenregistrer. Et on a réenregistré Elia Sauter, qui est un jeune comédien absolument fantastique, sur les voix. Et c'est Coralie Zaonero de la Comédie Française qui fait la maman, qui est enregistrée en amont. Et voilà. Et puis des comédiens, une équipe de comédiens globalement qui a été super. Voilà. Alors justement, dis-moi, quand il crée des personnages comme ça, et même les décors et tout ça, est-ce qu'il y a un travail chez lui de documentation? Est-ce qu'il a voulu être fidèle à ce que ressemblaient véritablement ses parents ou non? Dis-nous un peu. Ouais. Sur la maman, notamment, il y a eu des discussions, parce que Jean-François, il le dit d'ailleurs dans l'extrait qu'on a montré en introduction, voulait vraiment qu'elle soit très maigre, parce qu'il sortait de la guerre, etc. etc. Le père, il avait un côté assez Jean Gabin, au départ. On retrouve encore un petit peu. Après, ils sont affinés, ils sont retravaillés, etc. Et ça demande, c'est vraiment un travail hyper... Jean-François a fait un travail hyper précis sur le chara-design de ses personnages. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je voulais que vous me parliez de la mise en couleur, parce que si j'ai bien compris, on est dans cette animatique sauvage, on est toujours en noir et blanc, et je voudrais passer à la mise en couleur. Est-ce que ce sont des aquarelles? Est-ce que ce sont la gamme de couleurs? Enfin, toute cette partie-là. Ouais. Sur ce film-là, c'est l'ensemble du travail est numérique. Essentiellement un travail sur Photoshop, sur les décors, je parle. Hein. Là, je vais essayer d'aller assez vite pour vous montrer justement. Jean-François avait dans l'idée, avait un vieux livre sur l'après-guerre ou sur la guerre qu'il avait dans ses archives et qui était un livre de photos. Et sur ces photos, c'était des photos qui ont été faites avec une pellicule Agfa des années 40. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le rendu. C'est un rendu un peu jaune-vert de ces images d'après-guerre. On les a en tête. Hein. Et il voulait partir de cette... c'était la référence couleur. Sur Louise en hiver, que vous avez peut-être vu, ce n'était pas du tout la même chose. Sur Louise en hiver, Jean-François avait fait tous les décors sur papier canson. Peint sur papier canson. On sent le grain d'ailleurs dans le film. Là, il n'y a pas du tout c'est un travail avec un ressenti pictural très, très fort, mais il n'y a pas de travail directement à la peinture. Il y en a quelques-uns en référence, mais ce n'est pas la technique qui a été utilisée. Alors, en fait, l'animation de ce film-là, vous voyez cette image-là, c'est une image non compositée. Tous les dessins sont de la 2D, les arrière-plans, les backgrounds sont de la 2D, mais les personnages sont animés en 3D, pour plein de raisons. Notamment parce que quand vous dessinez, vous savez, l'animation, le cinéma, c'est 24 images secondes, et l'animation, depuis Disney, c'est souvent 12 poses, 12 images, parce qu'on en double une, pour faire 1 seconde de film. Donc, quand on fait de l'animation traditionnelle, dessin, qu'il soit numérique ou... on
on redessine à chaque fois les personnages sous différents angles. Sauf que même si vous avez les meilleurs dessinateurs du monde, il y a toujours en 2D la difficulté de ce qu'on appelle être au modèle, c'est-à-dire de reproduire exactement le même dessin. Je sais que sur certains films qui ont été faits en 2D récemment, il y a eu de gros problèmes parce que le nombre d'animateurs qui sont 2D, qui sont capables d'être au modèle, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, pour une autre raison aussi, donc pour pouvoir pallier à ce problème-là, on fait les personnages en 3D, et en fait, ils sont animés en 3D. L'animation 3D, c'est pas tout seul, hein, ça ne fait pas tout seul, c'est pas une IA. On anime, mais en fait, les personnages, ils sont rigués. C'est comme s'ils avaient des petits fils, et on les dessine. Et puis, selon comment on bouge les films, comme des marionnettes, comme des pantins, le personnage, il se retourne, il prend sa position, etc. Et on fait notamment des rigs sur les traits du visage, et ça permet d'avoir des petits bougés très très fins sur le visage, entre deux images, qu'on ne peut pas avoir quand on les dessine. Voilà. Oui, moi, c'est une question de béotien, c'est par rapport au layout, ou layout, je sais pas comment vous avez dit. Layout, ouais. Parce que layout, d'accord. Du coup, bon, j'ai vu des dessins comme ça, très beaux, de Miyazaki. Et là, je trouve que c'est très très beau, là, le dessin que vous avez montré. Et je voudrais savoir, comment ça fonctionne, ces layouts, comment il est fait, comment il travaille avec ça. C'est sur les mouvements de caméra, si j'ai bien compris, etc. Ah bah, les layouts, c'est des dessins. Aujourd'hui, on travaille sur ordinateur. On travaille sur des grandes tablettes numériques, comme si on dessinait sur un écran. Voilà. On appelle ça des synthiques. Mais c'est un animateur, c'est comme un dessinateur sur une feuille de papier ou sur un cello, sauf qu'aujourd'hui, il dessine sur un ordinateur. Mais tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Les layouts posing ont été faits par Johanna Bessière, qui est une des animatrices du studio JPL, et qui a fait Nayola, qui avait travaillé aussi, sur Louise en hiver, qui était chef anime sur Louise en hiver. C'est vraiment c'est des gens hyper doués, qui dessinent vite et précisément. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, c'était voilà. Et la question sur l'animation. La dernière. Moi, ma question, c'était par rapport au cinéma classique. Dans le cinéma d'animation, on ne peut pas parler de prise, mais est-ce qu'on peut ne pas être satisfait d'un mouvement? Moi, j'y connais pas grand-chose. Oui, exactement. Et je me dis, comment ça se passe? C'est exactement. Les animateurs sont nos acteurs. Les animateurs sont nos acteurs et ils donnent les intentions au personnage. Enfin, le réalisateur donne les intentions et l'animateur essaye de retranscrire cette intention du réalisateur. Et souvent, ça ne plaît pas. Après, il y a des raisons parfois techniques, des raisons de rig, etc. Enfin, que je vous épargne, parce que l'animateur ne peut pas faire exactement toujours ce qu'il voudrait. Mais Jean-François, il a très souvent dit non, mais ça ne me plaît pas, vous refaites. Si c'est ça la question, oui. Oui, absolument. Après, à un moment donné, on a dit à Jean-François, attention, parce que et il le savait, hein, on a un budget très serré sur ce film-là, on n'avait pas la possibilité de refaire 40 fois les choses. Ce qu'on a quand on a un peu plus d'argent. Mais là, on a dû être malin tout le temps, y compris dans l'animation. Forcément, il y a une notion financière. Exactement, une notion de temps. Hein, juste pour avoir un ordre d'idée, si vous ne connaissez pas l'animation, en 2D classique, on fait 2 secondes jour par animateur. Donc, c'est pas beaucoup. Moi, je fais beaucoup de stop motion, d'animation de marionnettes en volume. C'est 4 secondes jour. Quand je dis ça, c'est sur les moyennes de long métrage. Hein. Par exemple, le film Sauvage qui a été fait par les collègues suisses, là, c'était un peu plus de 4 secondes jour. Je dis 4 minutes? Non, c'est 4 secondes. 4 secondes jour et 2 secondes jour pour la 2D. Et la 3D, on est à 3,5, 4. Ça dépend aussi des animateurs. Voilà. Mais plus on a d'argent, plus on peut réduire. Donc plus on peut chiader davantage les choses. Voilà. Ok, merci. Eh ben, merci infiniment de votre attention, merci de votre participation. Merci à toi Jean-François.